Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que nous abordions la question de l'accompagnement comme pratique professionnelle. Le thème de l'accompagnement est depuis longtemps présent dans les métiers du travail social et de l'intervention sociale de manière générale. Et aujourd'hui, on peut dire que l'accompagnement s'est installé dans le cœur de métier de toutes les professions sociales. C'est d'ailleurs ce que réaffirment les référentiels professionnels qui ont été révisés au cours des dernières décennies. Le référentiel professionnel des éducateurs spécialisés, qui date lui de 2007, indique par exemple que les éducateurs spécialisés aident et accompagnent des personnes, des groupes ou des familles en difficulté. Chez les assistants de services sociaux, on parle d'accompagnement social. Les conseillers en économie sociale et familiale mettent en œuvre, je cite, un accompagnement budgétaire. Quant aux éducateurs de jeunes enfants, il leur est demandé, toujours dans leur référentiel professionnel, de développer des pratiques adaptées d'accueil et d'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Est-ce qu'on accompagne aujourd'hui comme on le faisait il y a 40 ans? Non, certainement pas. Le mot désigne aujourd'hui d'autres réalités professionnelles. Alors, comment s'est opéré ce changement? Eh bien, Fustier montre que l'accompagnement désigne dans les années 70 et 80 des tâches liées à la vie quotidienne des résidents en institution, le lever, le repas, la toilette, etc. Et il se distingue des tâches des experts que sont par exemple le médecin, le psychologue, le psychomotricien, le kinésithérapeute. On peut déjà dire que, dans cette forme première en tout cas, l'accompagnement ne réfère pas à ceux qui sont détenteurs d'un savoir académique. L'accompagnement comme pratique professionnelle, c'est au départ en grande partie construit en dehors, à côté du savoir académique, tout en s'en nourrissant. Cette notion d'accompagnement aujourd'hui familière aux travailleurs du social n'a pas toujours constitué leur posture. Les travaux de Nègre montrent comment l'éducateur spécialisé est passé de la fonction d'observateur à prétention scientifique dans les années 50 à celle de spécialiste de la relation à visée thérapeutique dans les années 60 jusqu'à la fonction actuelle d'accompagnateur social. Mais il ne faut pas croire pour autant que ces trois logiques ne coexistent pas encore actuellement. Comme le montre De Robertis, l'action qui vise à soutenir une personne ou un groupe de personnes est, depuis ses origines, constitutive du travail social. Mais les termes pour désigner cette démarche ont changé au cours des années. On est passé de l'assistance au XIXe siècle à l'aide et à la protection entre 1904 et 1930, au suivi entre 1930 et 1945, à la prise en charge entre 1946 et 1970, puis à l'approche globale et à la notion d'intervention entre 1970 et 1985, et finalement à l'accompagnement à partir de 1985, notion qui tente de se définir par son contraire, c'est-à-dire non-interventionnisme. Les mots ne sont jamais neutres. Tous ces termes traduisent un souci de positionner la distance à l'autre. La prise en charge est une gestion en extériorité des besoins de la personne, personne conçue elle-même comme objet du travail. Le suivi indique un maintien dans la subordination. Il renvoie à un lien contrôlant, émancipant, toujours en extériorité. L'accompagnement désigne le travail d'un professionnel impliqué dans la relation. L'accompagnant incite l'accompagné à passer d'une position de prise en charge à celle de sujet-acteur. Nous y reviendrons. La relation d'accompagnement elle-même est un outil utilisé par le législateur. Elle est inscrite en tant que telle dans le Code de l'action sociale et des familles. Ça semble lié à la valorisation forte du droit des usagers. Le mouvement de fond date de la loi du 2 janvier 2002 qui rénove l'action sociale et médico-sociale. On va vers des prises en charge plus personnalisées et la question de l'accompagnement se situe dans la continuité de cette individualisation. Tout ça n'est pas neutre.
Ça vient réinterroger les pratiques en instaurant l'idée d'un principe d'adhésion comme condition de la relation d'accompagnement, là où il n'y avait jusqu'alors qu'obligation et injonction. L'accompagnement apparaît comme une fonction, sinon nouvelle, au moins valorisée par le contexte actuel et la primauté accordée à l'individu. On voit ici comment cette fonction a construit sa spécificité en se différenciant des logiques avec lesquelles elle s'articule, notamment les logiques de contrôle et de prise en charge. Avec l'avènement de l'accompagnement, la personne accompagnée est elle-même partie prenante de la relation dans laquelle se joue son projet et les conditions de son insertion sociale et économique. L'accompagnant travaille peu ou prou au guidage ou au paramétrage d'autrui en tant que sujet capable de faire preuve d'autonomie en exerçant sa capacité à évoluer au sein de situations problématiques. Ce qu'il y a d'intéressant, de central même dans la notion d'accompagnement, c'est qu'elle associe l'usager à l'action sociale ou éducative. On est dans une perspective de co-construction. On comprend alors pourquoi la démarche de projet apparaît comme l'outil privilégié de cette autonomisation. Le sens du verbe accompagner intègre une partie relationnelle. Ac signifie vers, cum exprime la notion avec, et panis évoque la notion de partage, partage du pain en l'occurrence. Accompagner implique donc une double dimension de relation et de cheminement. Être avec et aller vers sur la base d'une valeur symbolique, celle du partage. Dans son expression concrète, l'accompagnement est très différent selon les métiers. Le terme d'accompagnement n'est d'ailleurs jamais utilisé seul. Soit il est référé à un public, accompagnement du jeune enfant, accompagnement de la fonction parentale par exemple, soit il est référé à un champ, accompagnement éducatif ou accompagnement social par exemple, soit il est lié à une politique ou à un dispositif, un projet de développement social local par exemple. L'accompagnement prend donc des formes extrêmement diverses, mais ce qu'il y a de commun à toutes ces expressions, c'est qu'il est un processus, un travail coproduit par l'usager et le professionnel et dont les phases successives ne sont jamais prédéterminées, ne sont jamais prescrites institutionnellement. Accompagner, c'est se joindre à quelqu'un pour aller là où il va, en même temps que lui. C'est une forme d'art au sens où il s'agit toujours d'un acte de création originale qui est tout sauf réductible à du prêt-à-agir modélisé qu'on retrouverait par exemple dans des guides de bonne pratique ou dans des fiches actions, dans des procédures, dans des protocoles. Cette démarche n'est évidemment pas sans évoquer la démarche clinique décrite par Michel Foucault. Michel Foucault écrit de la clinique qu'elle consiste dans le geste de se pencher au chevet du malade alité. C'est une position où le savoir se penche, se déséquilibre pour apprendre de l'autre quelque chose de singulier qui dit comment lui vit, souffre. Il y a du savoir qui s'interroge avec le patient et non pas sur le patient, sur son propre savoir. La démarche clinique s'adresse aux travailleurs sociaux, aux sociologues, aux médecins ou aux praticiens, à tous ceux qui s'intéressent à des sujets complets et pas uniquement à des individus qui n'existent à leurs yeux que parce qu'ils ont un manque, un problème ou parce qu'ils sont au cœur d'un dysfonctionnement. La démarche clinique invite à prendre en considération des individus comme des totalités, avec leur histoire personnelle, avec leur expérience vécue, avec leur création continue de soi. Elle s'adresse, pour reprendre les termes d'Alex Lenné, à des sujets, non pas sujets au sens assujetti, mais sujets au sens auteur. Le sens clinique, c'est aussi une forme humble d'attention au non-verbal ou au non-visible. La posture clinique est basée sur l'écoute et l'intériorité du sujet pour entendre et laisser advenir le sens. L'accompagnateur doit, comme dit Foucault, s'efforcer d'accueillir l'autre dans sa singularité et de l'accompagner, dans la manière d'élaborer un projet personnel ou professionnel qui fasse sens. Accompagner, c'est suivre avec l'autre,
pas à pas, le chemin en train de se faire, les projets qui s'élaborent, les choix et les renoncements qui se font pour qu'ils prennent sens dans l'histoire du sujet. Il n'est pas de transformation durable qui n'ait pas de sens pour le sujet concerné. Dans cette perspective, il faut prendre en compte l'histoire du sujet. Cette connaissance, même partielle, doit servir de référence au travailleur social qui est nécessairement confronté à l'inattendu et doit se tenir disponible, à l'écoute. Bien entendu, dans cette démarche, le respect de l'intimité de la personne constitue non seulement une obligation première, mais aussi une condition de réussite. L'expérience du travail social montre que l'autonomie pour la personne en difficulté commence par la prise de conscience de son besoin d'aide, par la capacité à savoir gérer ses dépendances et à accepter les règles, les lois communes, à assumer son ou ses handicaps et ses difficultés d'insertion sociale, la capacité à faire face en construisant une réponse adaptée à ses possibilités et à ses limites. En clair, l'autonomie commence par un consentement à soi-même. Accompagner, c'est apprécier aussi les possibilités réelles, les limites à respecter pour ne pas provoquer le renoncement ou l'échec. Mais si cet échec survient pourtant, il appartient à l'accompagnateur de l'utiliser pour en comprendre le mobile et proposer un nouveau départ.